Des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. C'est la deuxième demi-heure de Green Business sur BFM Business. On dit que le solaire affiche des signes d'essoufflement dans le monde, moins de subventions publiques et une demande qui faiblit. En tout cas, la solution passe, c'est certain, par l'innovation. On va en parler avec Ludovic Deblois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président cofondateur de Sun Partner. Je suis ravie de vous retrouver parce que je suis un petit peu votre parcours depuis le lancement de Sun Partner. Et un beau parcours parce que vous avez notamment remporté récemment le prix de l'entreprise d'avenir décerné par Ernst & Young. Bravo. Merci. On va en parler dans un instant avec aussi Patricia Laurent. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com, le site de référence du Green Business. Avec vous, je vais parler plus globalement des startups, des clean tech. Vous avez publié l'édition 2012 de votre enquête annuelle sur ces fameuses startups des clean tech. Alors, comment est-ce qu'elles se portent cette année ? Eh bien écoutez Nathalie, pour être franche, c'est un peu moyen, il faut bien le dire. L'effet de la crise commence à se faire sentir, puisqu'effectivement on a créé un observatoire des startups où on suit plus de 400 startups françaises des clean tech. Et d'année en année, eh bien, on voit un peu comment elles évoluent en termes d'activité, de création d'emplois. Alors on en a interrogé cette année 90 qui ont répondu à une enquête et on voit que par rapport à l'édition 2011, eh bien, elles sont quand même nettement moins optimistes. Alors par exemple, en termes d'activité, ces sociétés, il y a un an, il y en a une grande partie qui nous avait indiqué qu'elles pensaient que leur chiffre d'affaires allait augmenter dans des proportions importantes. Quand on regarde les chiffres de cette année, eh bien, elles n'ont pour la plupart pas atteint leurs objectifs. En termes de création d'emplois, eh bien, c'est un petit peu pareil. On en avait à peu près 30% qui nous disaient qu'elles allaient créer plus de 10 emplois. Eh bien, elles n'ont pas atteint la plupart leurs objectifs. Donc, on peut dire que l'année dernière, il y avait peut-être un excès d'optimisme et la crise, effectivement, est passée par là. Et d'ailleurs, le nombre de faillites parmi ces startups a augmenté. L'année dernière, on avait recensé 11 faillites. Cette année, on a plus de 30 faillites parmi ces jeunes sociétés françaises qui ont toutes été créées sur les 5 dernières années. Alors, autre sujet, on va dire, qui fâche, c'est ce qui concerne le financement. Elles en ont beaucoup besoin, ces startups, et parfois elles ne le trouvent pas. Oui, absolument. Comme vous dites, elles ont beaucoup besoin d'argent parce qu'elles ont besoin de faire beaucoup de R&D. Ensuite, elles ont besoin d'industrialiser. On va en parler dans quelques minutes. Donc, effectivement, elles ont besoin de fonds. Alors, elles ont besoin d'argent public. On peut dire qu'elles en trouvent puisque plus de 6 startups sur 10 ont obtenu un financement public en 2012. Le plus souvent, c'est une subvention, mais elles obtiennent aussi des prêts de la part de l'État et ça les aide à se développer. Et puis, elles cherchent aussi des fonds du côté des investisseurs privés, mais là encore, ce n'est pas simple, puisque l'année dernière, 75% des startups nous disaient qu'elles voulaient lever des fonds en 2012. Quand on fait le bilan à fin octobre 2012, eh bien, il n'y a que 36% de ces startups qui ont effectivement réussi à séduire des investisseurs. Donc on voit qu'il y a quand même un gap qui est relativement significatif. Alors la plupart du temps, elles trouvent des fonds auprès des business angels pour des sommes qui sont malgré tout relativement modestes, puisque la plupart ont levé moins de 200 000 euros, mais il y en a quand même un certain nombre, 10%, qui ont glané plus de 1 million d'euros. Donc, ma foi, c'est quand même, il y a quand même une tranche qui s'en sort bien. Alors, outre l'argent, comment faire pour les aider, Patricia ? Alors, on les a interrogés sur les dispositifs de soutien public qui sont supposés, effectivement, les aider à faire de la R&D et à se développer. Alors là, on voit que 71% plébiscitent le statut de jeune entreprise innovante, qui est un statut qui leur permet notamment d'avoir accès à des avantages fiscaux. Il y en a aussi pratiquement 60% qui apprécient beaucoup le crédit d'impôt recherche, donc tout ce qui est fiscal, ça les intéresse, c'est le nerf de la guerre. En revanche, elles ont un peu plus de mal à trouver leur place dans les pôles de compétitivité qui séduisent davantage les PME, mais les toutes jeunes startups ont un peu du mal à comprendre l'intérêt. Et puis, on parle beaucoup en ce moment de la création de la Banque publique d'investissement, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. Eh bien ça, c'est un dispositif qui leur plaît beaucoup. Il y en a 1 sur 2 qui trouvent intéressant d'avoir un guichet unique pour les financements, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'éparpillement et que ça, elles ont un peu de mal à s'y retrouver. Alors, on va en parler tout à l'heure de financement, de cette question-là qui est centrale aussi pour vous quand vous vous développez Sun Partner, Ludovic Deblois, donc président de Sun Partner. Je disais, alors vous avez une double activité, on va le comprendre, un centrale photovoltaïque et puis aussi les films photovoltaïques, ça c'est une invention fabuleuse. Donc vous avez obtenu le prix de l'entreprise d'avenir. Qu'est-ce que ça représente pour vous en ces temps où on est en train de parler de compétitivité, d'innovation plus que jamais, de faire bouger les lignes, d'avancer dans ces univers et en particulier sur la transition énergétique? Avant tout, c'était déjà un prix intéressant pour l'équipe parce que c'est vraiment un travail d'équipe du début de la création de la start-up jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ça nous a permis aussi d'être visibles et de maintenir une certaine visibilité auprès de nos clients ou des investisseurs. Si vous l'avez évoqué, on a besoin toujours de financement quand on lance une activité neuve.
Après, le prix, pour moi, c'est aussi un sens vraiment dans le futur. C'est-à-dire, quelle entreprise devons-nous construire demain? Et je pense qu'on est vraiment dans une période de mutation, pas de crise. Il va falloir transformer nos entreprises. Ça veut dire changer les modèles. Changer les modèles, exactement. Tout à fait. Il y a un questionnement. On arrive peut-être, certains se demandent si on n'arrive pas au bout d'un système, il ne va pas falloir changer. C'est ce que je crois aussi. Faire bouger les lignes. Et alors vous, je parlais tout à l'heure des difficultés du solaire. Finalement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas choisi les panneaux sur les toits. Vous en sortez aussi bien? Je pense, c'est vrai qu'on n'a pas choisi les panneaux sur les toits. On a deux activités. Sur une des activités, on est proche de l'industrie du semi-conducteur. On s'est centré sur le besoin, pas sur la production d'énergie en elle-même, c'est-à-dire à quoi elle va servir. Et on a développé par exemple un composant photovoltaïque transparent. Eh bien, il est dédié à des applications écran ou des applications de vitrage. Dans les applications écran, eh bien, ça va permettre d'équiper des écrans de téléphone, des écrans de montres, des écrans de capteurs. C'est ce que vous avez devant vous, que vous pouvez montrer aussi à la télé. Tout simplement un petit film qu'on peut poser par exemple tout simplement sur un téléphone. Exactement, donc ça c'est une première mondiale. On a atteint 90% de transparence, donc le composant est complètement invisible. Et donc là, si vous voulez, on s'est centré sur le besoin de l'application. Un téléphone a besoin d'être plus autonome, un téléphone a besoin de se passer du chargeur. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive justement à faire passer notre innovation. Patricia Laurent. Pour arriver jusque-là, vous avez dû faire beaucoup de R&D. Oui. Donc, ça, c'est une constante un peu dans les clean tech et notamment dans le solaire. Pour ça, je viens de le dire, il faut beaucoup d'argent. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des financements, que ce soit des financements publics ou des financements privés? Est-ce que c'est compliqué en ce moment? Alors en ce moment, c'est pas compliqué parce que justement on a une innovation qui attire les investisseurs. On commence à être dans ce qu'on appelle le capital développement, donc on a quitté le capital risque. Mais c'est vrai que les premières phrases il y a 3 ans, c'était pas simple. On avait une feuille de papier en disant j'ai une idée, il faut que j'y aille. Même en arrivant avec une idée finalement assez novatrice. Là où je rejoins ce que vous avez dit, c'est qu'on a tout de suite été accompagné par les subventions publiques et ça tout au long des différentes étapes du projet. Et puis petit à petit, on a rencontré des acteurs qui investissent plus sur le capital risque et qui sont venus nous rejoindre, notamment un fonds qui s'appelle StarQuest, qui est vraiment ciblé sur ce segment. Et donc c'est là toute la difficulté, c'est d'arriver à trouver des investisseurs qui sont prêts à prendre le risque. Vous avez quand même 4 levées de fonds en 3 ans, c'est ça? Voilà, 4 levées de fonds en 3 ans. On est en train de conclure un dernier tour de table. Alors après, on adresse un marché mondial, on est en train de lancer une ligne de fabrication. Donc ça rassure des investisseurs. On a des premiers contrats commerciaux. C'est vrai que là, on quitte la phase de capital risque. Et c'est peut-être aussi votre force de travailler aussi avec des grands groupes, Ludovic Deblois aussi. C'est ça aussi qui permet à une start-up d'avancer. Oui, je pense que, nous, c'était vraiment notre cible depuis le départ, c'est comment travailler avec des grands groupes, comment contractualiser avec eux, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Donc, comment inventer des nouveaux schémas. Je vous donne un exemple très tôt. En fait, on a essayé d'appliquer ce qu'il y a dans les logiciels. Dans les logiciels, aujourd'hui, vous pouvez prendre un logiciel et l'évaluer. Donc, vous payez une licence d'évaluation. Et puis, on a fait la même chose avec notre technologie, c'est-à-dire permettre aux grands groupes d'avoir une licence d'évaluation pour évaluer notre technologie. Donc, ça permet d'avoir un contrat, ça permet d'avoir un échange avec les fabricants. Alors vous en êtes où au développement de votre activité? 2 activités, c'est ce que je disais au départ, parce que Sun Partner, d'un côté, c'est AxioSun, pour concevoir des centrales photovoltaïques basse concentration, c'est ça. Puis de l'autre côté, WISIP, pour les films photovoltaïques dont vous parliez. Alors WISIP, ça peut se développer, on va dire, assez rapidement. AxioSun, on est un peu plus sur du moyen à long terme, c'est ça? Voilà, exactement, parce qu'AxioSun développe des centrales solaires dédiées aux pays du Sud. On est en train de réaliser un produit qui va à la fois produire de l'électricité et de la chaleur, ce qu'on appelle de la cogénération. Donc on utilise l'ensemble des rayons du soleil. Et les industriels de l'énergie souhaitent ce qu'on appelle dans le jargon de l'énergie du track record. C'est-à-dire que pendant un an et demi, ils souhaitent auditer la solution pour vérifier qu'elle a bien les résultats en termes de production et de performance. Donc forcément, ça décale un petit peu ce qu'on appelle le time to market, donc l'arrivée sur le marché. Alors que WISIPS, on a déjà des contrats, on va annoncer en février un partenariat avec un leader dans le domaine de la téléphonie mobile pour le lancement des premiers téléphones à fin d'année 2013, donc à l'automne 2013. Donc ça sera directement sur le téléphone, c'est-à-dire qu'on achètera le téléphone avec ce film-là. Voilà, exactement. Voilà, ça sera intégré dedans. Ça va être intégré dans le process de fabrication de l'écran et immédiatement. Ouais. Alors vous avez dit que vous adressiez un marché mondial, donc du coup, comment se passe votre stratégie internationale? Est-ce que vous avez déjà des implantations à l'étranger? Comment vous voyez ce développement international? Alors, on a commencé déjà par avoir des personnes qui étaient issues de grands groupes, qui ont rejoint notre équipe. Aujourd'hui, on a 7 ou 8 personnes maintenant qui étaient numéro 2, numéro 3 de grands comptes, donc qui ont un réseau international, qui occupaient des postes de direction R&D ou commercial.
Et on va bâtir l'année prochaine des bureaux. Donc ce sont des bureaux commerciaux dans un premier temps, en Asie et aux États-Unis et en Europe du Nord. Donc voilà, donc on l'a fait en 2 temps. D'abord des hommes et des femmes qui avaient un réseau, et puis derrière la mise en place de bureaux commerciaux. Et la production, puisque là vous lancez une ligne de production, ça sera en France et à l'étranger. Comment ça va se passer? Alors nous, notre modèle économique est de licencier la technologie, c'est-à-dire qu'on donne le droit de fabriquer et en échange on est rémunéré sur cette fabrication et les ventes de ces composants. On lance une ligne pilote. Cette ligne pilote, elle aura une capacité de 8 millions d'unités. Elle va permettre d'adresser les premiers marchés des téléphones mobiles et ensuite d'adresser le marché des montres, des capteurs, des étiquettes électroniques qu'on voit dans les supermarchés. Vous allez avoir du travail, un grand potentiel du marché. Et après, dès qu'on va avoir une production qui va être plus élevée, là on transfère la fabrication. Et donc je pousse pour que ce soit en France. On est aujourd'hui en discussion avec des fabricants, des industriels asiatiques et américains et européens. Et je sais que l'État français est aussi intéressé pour participer donc à cette mise en place. Donc espérons que ce sera en tout cas une industrialisation française. Après, les demandes viennent de partout, donc on verra. Oui, comme marché mondial. Vous, quel regard vous portez à travers votre activité sur ce qui se passe en France? On y revient souvent sur le solaire, sur le débat sur la transition énergétique. On parle à nouveau, il y a ce projet d'arrêté tarifaire où certains disent voilà, on va débattre, mais déjà d'emblée, on nous remet à nouveau des tarifs, notamment sur les centrales au sol. On a l'impression qu'on ne va jamais décoller dans cette histoire. Ouais, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne prenne pas de direction, en fait. Et à un moment donné, c'est un peu comme un voilier. Vous changez de cap, et si vous changez de cap, il faut prendre la direction. Et aujourd'hui, on reste dans une vision qui n'est pas très claire. C'est est-ce que je veux faire de la mixité énergétique ou est-ce que je veux rester dans une énergie dominante nucléaire ou qui dégage du CO2 ? Voilà, donc on a ce manque de vision, je pense, mais qui date de quelques années maintenant. Patricia Laurent. Alors le marché est important, mais est-ce que vous avez malgré tout des concurrents dans d'autres pays qui sont sur ces mêmes process que vous venez de nous décrire, Alors sur la téléphonie mobile, nos principales concurrents, c'est des tables magnétiques qui permettent par induction de charger les téléphones. On n'a pas de technologie concurrente sur les écrans, tout simplement parce qu'en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a rendu invisible la cellule photovoltaïque. On ne l'a pas rendue transparente. Le composant est lui transparent, mais on l'a rendu invisible. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, si vous rendez une cellule solaire transparente, ça veut dire que vous laissez passer la lumière. Si vous laissez passer la lumière, eh bien, elle n'est plus utilisée pour produire de l'énergie. Et lorsque vous avez 90% de transparence, il faut quand même produire de l'énergie pour que le téléphone se recharge. Donc là, ça a été une prouesse et là-dessus, on n'a pas de concurrence. En revanche, on est en train de développer nos technologies pour l'adapter dans le vitrage, pour le bâtiment. Et là, voilà, exactement, des acteurs américains, israéliens. Oui, tout à fait. C'est ça aussi, la concurrence, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a un marché. Voilà. En tout cas, la solution, c'est ce que je disais au départ, et vous le prouvez, c'est qu'il faut innover, vraiment chercher en permanence. Et on a cette innovation en France. Là, on n'arrête pas de répéter, vous avez la preuve. Là. Bien sûr qu'on l'a, tout à fait. Ça, je suis persuadé que c'est là-dessus qu'on doit bâtir notre développement. Parce qu'il y a énormément d'inventeurs, il y a beaucoup d'innovations. Je pense qu'il y a une chose à faire dans les entreprises aujourd'hui, c'est de pousser les PME, pousser les startups, de les accompagner. Elles sont souvent accompagnées au départ. C'est vrai qu'après, sur le long terme, c'est un peu la difficulté. C'est ce qu'on évoque souvent. Et puis, il y a des points clés, c'est la stratégie brevet. Comment aider une PME à développer une stratégie brevet? Parce que, comme vous le disiez, on est très innovant. Mais comment on protège nos innovations? Et voilà, donc il y a, à mon avis, du chemin à faire sur justement comment gérer l'innovation en France. Merci en tout cas à vous et bravo encore dans ce prix de l'entreprise d'avenir. Ludovic Deblois, donc président cofondateur de Sun Partner. Merci aussi à Patricia Laurent de Green Univers qu'on retrouvera bientôt dans Green Business. On marque une dernière pause et on va recycler les balles de golf. Et oui, ça se fait, un autre sujet, c'est egolfballs.com et ce sera dans un court instant sur BFM Business. BFM Business, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. BFM Business à la télé, à Paris et en Ile-de-France, sur le canal 24 de la TNT et partout en France sur le câble, les box ADSL et le satellite. Sur le canal 107 de CanalSat. BFM Business en HD chez Free sur le canal 80. BFM Business à la radio, à Paris 96.4. À Lyon 95.3. BFM Business sur le web, bfmbusiness.com, le live, les podcasts et toute l'expertise de la rédaction. BFM Business sur votre mobile. Téléchargez l'application BFM Business pour iPhone et iPad. BFM Business à la télé, à la radio, sur le web et votre mobile, le premier média global entièrement dédié à l'économie.